Il y a un an, nous recevions Marion, médecin, qui nous parlait de sa transsexualité. Qu'est devenue Marion? Eh bien, on va lui poser la question aujourd'hui. Alors Marion, c'est plusieurs invités en un que j'ai avec vous. Officiellement, du point de vue de l'état civil, vous êtes encore Bruno, officiellement. Depuis peu de temps, vous êtes allé au bout de votre transformation en subissant une mammoplastie et une chirurgie de réassignation sexuelle. Donc au bout de ce parcours, c'est Marion que j'ai en face de moi et non plus Brugnon qu'on avait reçu l'année dernière, qui était, c'était une boutade pour dire c'était un hybride entre Bruno et Marion. Vos amis vous appelaient Brugnon. Alors, je parle également au docteur Tuduri, puisque vous êtes médecin urgentiste, spécialiste de la prise en charge de la douleur à l'hôpital de Roanne. Les médecins parlent de transsexualité parfois, mais ils la vivent rarement. Donc, c'est pour ce double regard qu'on vous avait invité la première fois. Et aujourd'hui, c'est pour prendre des nouvelles d'une amie qu'on vous invite. On va faire cette émission en deux parties parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. La première partie, ça va être une partie purement médicale. On va parler de cette opération, de cette transformation, une transformation lourde. Et puis ensuite, on va parler de vous dans une deuxième partie. Donc, deux opérations, 6 décembre, une mammoplastie, et 6 février, vous n'avez pas chômé entre les deux, l'opération de réassignation sexuelle. Donc on va détailler le parcours tout de suite. On passe vite fait sur la mammoplastie, on comprend tout de suite. C'est strictement la même chose que les femmes. On se fait refaire des seins. Ça va? Ils sont beaux, vous en êtes contente? Ça va, je ne me plains pas. Ça va? Non, je suis ravi pour ça. Et le reste aussi d'ailleurs. Voilà. Alors, la réassignation sexuelle. Alors là, pour le coup, c'est beaucoup moins courant. En quoi consiste cette opération? Alors, en ce qui me concerne, la réassignation sexuelle, c'est la création d'une vulve, d'un vagin, d'un clitoris et de l'ablation des testicules, de la verge, sachant que une grande partie de ce qui composait mon sexe d'homme va servir à réutiliser pour fabriquer ces néo-organes génitaux. Il faut faire de la place aussi pour faire de la place. Comment on va faire pour faire de la place? Alors, dans un premier temps, effectivement, on va, sans rentrer dans les détails, on va couper effectivement au niveau du scrotum, enlever les testicules, et on va faire un trou au niveau du périnée, et on va creuser tout doucement entre la partie postérieure, le rectum, la paroi antérieure du rectum, et la vessie, puisque le vagin se trouve entre les deux, et que chez l'homme, il n'y a pas cet espace. Oui. Donc le chirurgien va créer tout doucement, parce qu'il y a des risques de perforation, etc. Donc, créer cet espace d'une taille suffisante, d'une largeur suffisante, et après, avec... il va créer ça tout doucement, donc c'est une opération longue. C'est long, ça dure 5 heures. 5 heures d'opération, c'est une opération lourde. Voilà, c'est pas la plus lourde, les phalloplasties sont plus lourdes, se font plusieurs temps opératoires, donc c'est pas la pire, mais c'est très long. Phalloplastie, c'est créer un... C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est les FTM. Voilà. Qui font la... Et en fait, on va se servir de tout le matériel qu'on peut avoir cutané pour Alors, par exemple, on va détailler. Les grandes lèvres, c'est avec la peau de la verge, c'est ça? Alors, la peau de la verge du scrotum, qui servent à faire les grandes lèvres et le vagin, l'intérieur du vagin. On va se servir du gland de la verge qui va être réduit, etc., pour former un clitoris, avec une partie de l'urètre de la verge qui ne sert plus à rien, puisque ça a été sectionné quelque part, on va créer les petites lèvres. Donc l'urètre, c'est ce petit conduit par lequel passe l'urine. Donc effectivement, une fois qu'on a enlevé, qu'on a effeuillé un peu comme une peau de banane le sexe masculin, il reste ce petit conduit. Donc là, on va garder un petit bout pour le clitoris, et puis la partie qu'on va pas... Le tuyau va servir pour les petites lèvres, et la peau du reste sert pour créer... L'extérieur et l'intérieur. L'extérieur et l'intérieur du vagin, c'est-à-dire les grandes lèvres et l'intérieur du vagin. Voilà. Donc c'est un jeu de... c'est un jeu de Tetris, de construction, de puzzle assez complexe. Qui est très minutieux, qui prend du temps, c'est 5 heures de bloc opératoire. Donc, après, sur Lyon, là où j'ai été opéré par le docteur Terrier, ils ont l'habitude, ils ont une technique qui est bien rodée, donc c'est vrai que ça va peut-être plus vite qu'il y a 10 ans ou 15 ans.
Mais les principes de base sont grosso modo les mêmes. On en fait quand même de plus en plus. On n'en fait pas beaucoup, mais on en fait quand même de plus en plus. Voilà. Et les testicules, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Alors, ils partent. Alors, non, je ne le dirai pas. Je sais ce que vous allez me dire. Non. Ils partent au chien, vous. Non, je vous avais dit ça au téléphone, mais il l'a dit. Non, en fait, ils partent à l'analyse. Tout ce qu'on enlève de toute façon dans le corps humain en chirurgie, c'est analysé à la recherche d'un cancer. À la recherche, voilà. C'est ça. Tout va bien. Enfin, tout va bien. Bah oui, tout va très bien, on le voit, vous avez en pleine forme. Bon, post-opératoire, parce qu'une fois qu'on a fait tout ça, on s'imagine bien que là, il y a eu des transformations, il y a eu des travaux importants. Le chantier est important. Ouais. Donc derrière, il y a quand même du post-opératoire, il y a de la douleur à gérer. Alors en premier, il y a ce qu'on appelle un conformateur. Qu'est-ce que c'est le conformateur? Alors ça, c'est la joie de tout opérer, je pense. C'est une espèce de... Enfin, c'est un préservatif qu'on rempli de compresses et qui va servir à à maintenir ouvert la cavité vaginale en le laissant à l'intérieur pendant plusieurs jours. Parce que sinon, donc, ça aurait tendance comme à cicatriser et à se rétracter. Et auquel cas, on aurait un vagin. Une femme qui fait du vaginisme, en fait, il n'y aurait plus de pénétration possible. Voilà, tout à fait. C'est ça. Ouais. Donc ce conformateur... le temps qu'on le garde, c'est long. C'est compliqué, on ne peut pas s'asseoir comme on veut, on ne peut pas aller aux toilettes comme on veut. Enfin, c'est compliqué. Oui. Mais quand on l'enlève, on le retire. Hein. Ça fait. Alors, moi j'ai tendance à dire que ça fait une sorte d'espèce d'accouchement, parce que ça fait des douleurs jusque dans le dos. Enfin, j'ai jamais accouché, j'accoucherai jamais, mais je peux imaginer ce que ça peut faire. C'est vraiment. Ça dure pas longtemps, mais alors c'est explosif. Et après, c'est une certaine délivrance. Ils enlèvent la sonde urinaire qu'on a gardée aussi, le temps de la cicatrisation de l'urètre à l'abouchement. Et donc ouais, ça fait 6 jours. Et après, mais on n'en a pas fini pour autant, parce que le conformateur, en fait, il faut faire des séances pour éviter la rétractation du vagin. Alors ces séances... Alors, sont très très régulières. Alors, à partir du moment où on enlève ce conformateur, rien n'est joué sur le plan mécanique, puisqu'il faut continuer à essayer de garder cette ouverture. La cicatrisation des tissus est longue. Plus long qu'une simple plaie où en 8 jours c'est joué. Hein. Et en fait, il faut faire des séances de dilatation avec des bougies qu'on appelle des dilatateurs, de taille et de diamètre croissant. Les mêmes qu'utilisent les gynécos pour... Qu'utilisent. Alors, au départ, c'est utilisé pour les femmes atteintes de vaginisme pour la rééducation et les femmes qui ont eu la radiothérapie et qui ont des problèmes de rétraction cicatricielle de la muqueuse vaginale à cause de la radiothérapie dans les cancers de l'utérus, par exemple, ou du rectum avec toutes les complications. Donc, c'est utilisé pour ça. Il y a un truc un peu... Et après, ce sera à vie. Alors, à vie, là, 4 fois par jour, pendant 2 mois, 3 fois, pendant 2 mois, 2 fois pendant le mois, etc. Puis à la fin... et même si on a un partenaire, quand même, continue, de temps en temps, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Il faut entretenir. Ouais, voilà. Alors, il y a un truc, j'allais dire drôle, non, c'est pas drôle, vous m'avez parlé de membres fantômes. Oui, alors, ça passe relativement vite, mais à un moment donné, on sent ou que ça fait mal à certains endroits, ou que ça gratte. On sait pertinemment que c'était tout l'organe a été remodifié dans sa géographie, dans l'espace. Mais on a l'impression, par exemple, j'ai eu des sensations au niveau du clitoris et j'avais l'impression de sentir cette sensation au bout de mes verges, bien à l'extérieur de mon corps, alors que le clitoris est intériorisé à l'intérieur des grandes lèvres. Et j'avais l'impression d'avoir le truc et vous avez à 10 cm plus loin. Des érections. Et on a des érections, mais ça vient plus tard, mais qui se maintiennent comme une érection nocturne de l'homme. Elles se maintiennent. Et c'est assez curieux, mais après, on arrive à refaire son schéma cérébral pour que ces sensations qui sont un peu extérieures à leur localisation réelle soient réintégrées dans une géographie normale. Au niveau du clitoris, il y a de l'hypersensibilité, une perte de sensibilité. Comment ça se passe? Ça dépend des gens, peut-être? Dans les aléas thérapeutiques, alors souvent après l'opération, on a une espèce d'hypersensibilité, ce qui est tout à fait normal, qui devrait diminuer dans le temps, qui peut rester s'il y a des petites lésions nerveuses, ou à l'inverse, et c'est plus enquiquinant, une perte de sensibilité qui doit normalement au fil des mois revenir. Voilà. Vous m'avez parlé aussi d'une sensation de poids. Oui. Alors, je pense que c'est pas tout le monde qui ressent ça, mais le périnée est un muscle très costaud et qui maintient en fait tous les boyaux pour pas que ça tombe vers le bas, tout simplement. Et le périnée a été sectionné en son milieu pour faire ce passage. Et donc lui, la seule chose qu'il a envie de faire, c'est de se refermer pour empêcher. Alors,
entre guillemets, les viscères de sortir. Et ce qui fait que quand on reste longtemps debout, en tout cas les premiers temps, ça va, là j'en suis à 2 mois et demi et ça va en diminuant, mais on a l'impression d'avoir que tout va tomber. Et si on reste debout, ça finit par faire mal. D'accord. Après, la douleur, bon, elle se gère à l'hôpital de manière parfaite. Et oui, la gestion de la douleur, elle est bien prise en charge par les équipes techniques, elles ont l'habitude de ça. Les rapports sexuels, techniquement, alors là on ne parle pas de votre vie, de vos histoires d'amour, ni de comment ça va se faire, ça on en parlera peut-être dans la deuxième émission, mais techniquement, on a bien vu qu'il y a eu des grosses transformations, qu'il faut que tout ça se mette en place, que tout ça prenne sa forme, sa taille. Sa place. Techniquement, au bout de combien de semaines, de mois, d'années, on peut avoir des rapports sexuels? Le chirurgien annonce 2 à 3 mois en fonction de la cicatrisation, qui n'est pas de problème. Et puis en fonction de la tolérance ou éventuellement des douleurs qu'il pourrait y avoir. Mais actuellement, en ce qui me concerne, je n'ai pas de douleur. Donc, cicatrisation, quand elle sera complètement terminée, je peux envisager d'avoir un rapport sexuel avec un homme. En post-opératoire, est-ce qu'il y a des problèmes, comme on a touché à toute cette région, d'incontinence urinaire ou fécale? C'est recherché dans les consultations post-opératoires, ça a été demandé très précisément. Il peut y en avoir, c'est des complications assez rares en fait, mais ça peut arriver. Mais c'est rare. Alors j'ai pas les chiffres, mais c'est vraiment rare. Moi pour l'instant tout va bien. À la suite de ça, quand même, traitement hormonal à vie. Oui. Sauf si complications cardiaques, AVC ou autres qui me contre-indiqueraient les oestrogènes. Par contre, plus d'anti-testostérone. Bah oui, puisque... Donc plus de piqûres, j'en suis ravi. Et donc voilà. Oui. Et alors, la lubrification, comment ça se passe? Est-ce que c'est externe avec un lubrifiant ou est-ce qu'on arrive, est-ce que c'est la seule chose finalement qu'on n'arrive pas à reproduire? Alors, la lubrification, malheureusement, c'est de la peau qui est à l'intérieur, c'est pas de la muqueuse, donc il n'y a pas de sécrétion. Certaines personnes ont beaucoup de liquide préséminal, parce qu'on garde la prostate, donc on peut avoir une éjaculation prostatique, et le liquide préséminal qu'on peut avoir lors des préliminaires, chez certaines personnes, reste suffisant pour lubrifier. Ouais. Ou alors il faut un lubrifiant classique. Je ne citerai pas de marque ici, bien évidemment. L'histoire de Marion vous passionne. Vous avez envie d'en savoir plus et de mieux la connaître. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt et d'ici là, portez-vous bien.